Alors, merci, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Je vais dire que je me sens un peu entre le marteau et l'enclume, pas parce que je parle après Richard, et je vous parlerai un peu de mes rapports avec Richard tout à l'heure, mais parce que je vais aborder un thème qui va traiter d'économie et de sociologie. Et il y a justement un économiste et une sociologue. Donc, ça veut dire que je vais prendre des risques. Mais je vais dire que ce sont des risques calculés, parce que ce sont des risques citoyens. Mes rapports avec Richard, et je vais donner un grand crédit à Richard, quand j'étais très jeune, fraîchement sorti de l'université en 1995, Richard, son frère Philippe, m'avait déjà à l'époque invité à un groupe de réflexion qui s'appelait le groupe Investisseurs pour le développement. Investisseurs pour le développement. Donc, je suis là pour attester de sa constance et de sa volonté de voir une Haïti différente. Je ne sais pas si elle a changé, on pourra y revenir. Alors, le thème sur lequel on m'a demandé d'intervenir ce matin est financement, inclusion et stabilité économique. Financement probablement parce que je suis fondateur, président d'une institution financière que je ne représente pas ici. J'interviens ici aujourd'hui en tant que financier et en tant que citoyen pour parler de ce qui, à mon sens, est l'un des points de passage obligés. Et naturellement, j'interviens, oui, en réaction un peu aux récentes publications de Richard qui ont suscité, je crois que c'est bien que cette intervention ait suscité des débats. Et il se trouve que les quelques travaux que j'ai faits, à titre personnel jusqu'ici, ont aussi été le fruit d'échanges avec des membres du secteur privé. Et où j'ai compris, comme Richard le dit, qu'il y a une volonté de changement, une volonté de mutation qui s'exprime notamment par cette tentative d'harmoniser les rapports, d'être un peu plus social et de se mettre au service de la communauté. Et je me suis posé la question sincère, est-ce que ça suffit? Et ma réponse très simple est non. Et je suis là, non pas en accusateur, ni même pas en opposant, mais en proposition de réflexion complémentaire. Et ma réflexion complémentaire est que l'émergence de la classe moyenne haïtienne est un passage obligé pour faire de tous ces plans, de toutes ces bonnes volontés sincères, je le crois, je l'espère, des points de passage qui soient des succès. Alors, quand on parle d'émergence de la classe moyenne, on peut voir cette tentative comme étant dans des paradigmes, dans des pays normaux, et je vais vous dire pourquoi je pense qu'Haïti n'est pas normal, que la classe moyenne émerge naturellement comme un fruit de la croissance. Donc, allons travailler à la croissance et on aura une classe moyenne et tout ceci va bien marcher. Mais mon postulat est qu'il faut voir la classe moyenne pas seulement comme un résultat, mais comme un objectif central de tous les plans que nous voulons créer. Et en fait, c'est le premier complément que je veux apporter, pas au discours de Richard même, à cette volonté du secteur privé, oui, des plans, de bons plans, des plans plus cohérents, des plans plus sociaux, mais en se posant des plans pour qui? Pas seulement pourquoi, pas seulement comment. Et en allant chercher dans le pour qui, je crois qu'on va trouver beaucoup de solutions. Je disais qu'Haïti n'est pas un pays normal. 3 chiffres, et peut-être que M. Chéry me contredira, je prends le risque, mais je ne pense pas être très loin de la cible. Nous sommes un État sans recettes, un pays sans talent et une société sans milieu. 4,4% de pression fiscale. Donc ça veut dire, sur chaque 100 gouttes créées dans cette économie, seulement 4,4% vont à l'État pour exécuter ses missions régaliennes au bénéfice de la société, au bénéfice de tous. Ce n'est pas Jacques Illuma qui me contredira, 84% des cerveaux que nous créons dans ce pays émigrent. Donc cette richesse non financière, mais certainement même plus utile que la richesse financière, s'en va. Et quelles sont les conséquences? 2% de classe moyenne. Alors, c'est là que éventuellement Michel Auriol va me contester, parce que quand on parle de classe moyenne, on parle de quoi? Et c'est un sujet qui fait l'objet de très grands vides un peu partout, mais surtout en Haïti. Mais ici, je prends des références qui se basent sur le niveau de revenus. Et
des critères où on considère que la classe moyenne, c'est à partir de $10 de revenus par jour. Ce sont des critères qui sont utilisés à l'échelle régionale. Si nous appliquons ce critère, nous n'avons que 2% de classe moyenne en Haïti. Alors pourquoi je dis que Haïti est un pays qui n'est pas normal? Parce que toutes les politiques traditionnelles qu'on fait dans n'importe quel pays où on a ce qu'on appelle le waterfall effect, où la richesse est créée, évidemment, là où elle se crée, dans les entreprises, hopefully, et elle descend dans le reste de la société, mais il n'y a pas de réceptacle. Le réceptacle, qui est la prochaine couche après la classe possédante, est quasiment inexistante. 2% de classe moyenne. Et je me suis aventuré à faire quelques recherches, pas avec Claude, mais elles sont peut-être aussi efficaces, qui montrent qu'il y a une décroissance continue de la classe moyenne. Et peut-être que le summum n'a été que de environ 5% à la fin des années 80 pour des raisons de croissance économique qui étaient liées à la conjoncture. Qu'à cela ne tienne, déjà trop bas. Mais je ne vais pas m'y attarder, je crois que nous connaissons un peu notre trajectoire. Et il se trouve que une classe moyenne sert à beaucoup de choses dans une économie. Et des études avérées montrent que la classe moyenne peut apporter des dividendes. Ça tombe bien, le secteur privé aime les dividendes, y compris mes actionnaires. Mais les dividendes peuvent ne pas être que financiers. Et la classe moyenne vient avec des dividendes. D'abord sur le capital humain. Que montrent les études? Quand il y a une émergence de la classe moyenne, quand la classe moyenne progresse, et ça on peut aller à la pyramide de Maslow, la première chose que fait une famille qui voit son pouvoir d'achat augmenter est d'investir dans l'éducation. Premier geste. Et je crois qu'on ne peut pas contester les déficits que nous avons en termes d'éducation, en termes de personnel qualifié et autres. Donc je crois que nous avons là déjà une première bonne raison d'investir dans ce projet d'émergence de la classe moyenne. Deuxième bonne raison, deuxième réceptacle, la création d'épargne, la création de richesses endogènes qui peuvent un tant soit peu financer l'économie. On me dira, c'est vrai, aujourd'hui, le système bancaire ne finance que 20 gouttes sur chaque 100 gouttes d'entrée vont dans l'économie. On me demande où va le reste à l'État. Donc il y a aussi des problèmes d'éviction à adresser, mais ça c'est un autre débat, on y reviendra. Et puis la classe moyenne, c'est la base potentielle d'un entrepreneuriat plus large que le secteur privé traditionnel limité que nous avons. Donc si nous voulons créer des entrepreneurs, si nous voulons créer plus de richesses, si nous voulons créer plus de taxpayers, si nous voulons créer des chaînes de valeur, il faut investir dans la classe moyenne. C'est elle qui va créer les réceptacles et va aussi créer les emplois qui peuvent permettre de multiplier l'émergence, parce que quand on dit émergence de la classe moyenne, il ne s'agit pas de faire descendre ceux qui sont déjà en haut, c'est surtout de faire monter ceux qui sont en bas. Et évidemment, une classe moyenne avec un pouvoir d'achat devient un consommateur plus solvable, plus capable de participer à l'activité économique. Et enfin, pour toucher le discours de Jacques Lumarque, une classe moyenne plus éduquée est aussi un meilleur acteur social, un meilleur demandeur, plus qualifié. On peut regarder en République dominicaine ce qui se passe. On a une société aujourd'hui qui a la capacité de formuler des demandes plus citoyennes, plus sociales, plus cohérentes. Donc, tout ça, ce sont des dividendes à côté desquels on ne peut pas passer. Maintenant, on pourrait me dire, à juste titre, mais il y a beaucoup de programmes pour la lutte contre la pauvreté. Pourquoi ne pas se concentrer sur la lutte contre la pauvreté? J'ai quelques éléments de réponse pour vous. D'ailleurs, je crois qu'on voit les résultats. Les programmes de lutte contre la pauvreté, on en a eu. Et là encore, les études empiriques démontrent qu'il y a des bénéfices, y compris pour la lutte contre la pauvreté, qui proviennent directement de l'émergence de la classe moyenne. Tous les programmes qui vont dans la lutte contre la pauvreté sont des programmes qui sont faibles, ce sont des programmes qui créent la dépendance. Elles ne créent pas la croissance endogène. Financer la lutte contre la pauvreté en passant par l'émergence de la classe moyenne, c'est prendre le pari d'une croissance plus soutenable. Alors les expériences ont montré aussi que c'est une croissance qui est fragile et il faudra trouver les moyens de la rendre soutenable. Mais le pari est qu'elle crée un plus grand partage.
la création de croissance par la classe moyenne crée aussi une pauvreté qui recule plus vite. Paradoxalement, on pourrait croire qu'en allant alimenter les pôles de pauvreté, on affaiblit la pauvreté. Non. Et encore plus dans un Haïti qui est un pays bizarre, où chaque $100 qui rentre, y compris par les transferts de la diaspora, 60 repartent tout de suite. Donc, l'aide à la pauvreté n'est qu'une façon déguisée d'alimenter encore la consommation, les importations. Et effectivement, et je l'ai dit tout à l'heure, une classe moyenne plus qualifiée, plus large, c'est aussi des citoyens plus demandants, donc plus de reddition de comptes, et c'est aussi une assiette fiscale plus large. Et je crois, pour entendre beaucoup d'acteurs du secteur privé qui, pour ceux qui sont les plus transparents, se plaignent éventuellement à juste titre d'une pression fiscale qui est dérangeante, qu'on taxe toujours les mêmes, eh bien, élargissons l'assiette fiscale. Prenons plus de responsabilités, mais élargissons également l'assiette fiscale. Et en résumé, il ne s'agit pas de dire, en faisant un choix allant davantage vers l'élargissement de la classe moyenne que contre de la lutte de la pauvreté, de laisser de côté les plus défavorisés. Il s'agit simplement d'inverser une hiérarchie et de faire des choix qui soient des choix, à mon sens, cohérents. Donc, en fait, mon postulat est de dire que de passer par l'approche traditionnelle qui consiste à dire créons de la croissance et on aura de toutes les façons les bénéfices de la croissance, elle est de dire faisons de l'émergence de la classe moyenne un objectif central. Et évidemment, un objectif qui devient aussi, qui doit être mesurable, parce qu'il ne faut pas que ce soit uniquement de bonnes intentions. Et pour cela, je viens et ici dans un espace universitaire déposer devant les universitaires une idée qui naturellement méritera d'être approfondie en parlant du postulat que on n'améliore pas ce qu'on ne contrôle pas, mais on ne contrôle pas ce qu'on ne mesure pas. Donc si je viens ici pour parler d'émergence de la classe moyenne, on pourrait avoir un très bon débat, avoir eu de très bonnes rencontres, de discussions, sans avoir des éléments probants pour ancrer cette idée. Et c'est là que je propose. Et M. Jacques Illuma, M. Proulx, je dépose devant vous ces idées. Et évidemment, je me tiens disponible pour poursuivre des conversations sur le sujet, de créer un indice, de créer un indicateur qui nous permettra, au fil du temps, de mesurer comment nous progressons autour de cette échelle, un indice d'émergence de la classe moyenne. Ce que vous avez devant vous n'est qu'un exemple chiffré. Et s'il vous plaît, Monsieur Chéri, s'il vous plaît, ne me tenez pas responsable de ces chiffres. Ils sont une idée pour exprimer comment est-ce que nous pourrions, naturellement avec l'implication de l'État, avec l'implication de l'IHSI, avec l'implication des acteurs publics, créer des indicateurs que nous pouvons suivre dans le temps pour nous dire où en sommes-nous par rapport à un projet que nous prenons comme un projet social, un projet national, un projet qui implique secteur privé, État, secteur société civile et autres. Si nous prenions ces chiffres et il fallait établir un indicateur, on serait autour d'un indicateur avec un ratio de 10 aujourd'hui. Fixons-nous des objectifs. Disons-nous, par exemple, en 2040, puisque aujourd'hui on parle de projet 2040 et puis 2055, fixons-nous un objectif que nous puissions mesurer et que nous puissions suivre. Ne nous attardons pas sur les chiffres maintenant. Je suis sûr que le secteur universitaire se fera un plaisir de prendre pour lui ses idées, enfin je l'espère tout au moins. En tout cas, un indicateur est une bonne façon d'aller suivre ensuite les piliers qu'on peut se fixer comme objectif. Et évidemment, ici, il y a un certain nombre d'idées. Je ne vais pas m'attarder sur les idées. Je crois qu'on retrouve dans beaucoup de plans des éléments qui reviennent. L'idée, c'est comment est-ce que nous faisons les choix des éléments dans ces plans de sorte à ce qu'ils soient connectés avec un objectif mesurable. C'est ça l'idée qui est derrière cette présentation. Et évidemment, on peut placer par différents sortes. Il y a évidemment des éléments d'urgence, il y aura des éléments pour créer les ascenseurs sociaux. Et aussi, il faudra protéger les acquis, comme je l'ai dit. Les expériences montrent que très souvent, les mouvements ascendants de la classe moyenne sont très fragiles et doivent être préservés. Donc, il ne s'agira pas de se donner des satisfecits parce qu'on a des progrès. Ils seront toujours des progrès très instables. Ensuite, naturellement, je ne pourrais pas, comme financier, arriver ici et ne pas avoir, en ce qui concerne l'évolution de la classe moyenne et le développement de manière générale, des idées. Je crois que là encore, il n'y aura pas beaucoup de choses qui vont étonner grand monde.
Il faut renforcer l'inclusion financière. Aujourd'hui, les coûts de transaction sont énormes. La capacité pour les jeunes, on a parlé de l'emploi des jeunes dans certains plans, implique, et surtout qu'on est dans un âge où le numérique permet de faire des choses beaucoup plus rapidement, l'inclusion financière doit être un objectif. Et je vais faire mien aussi l'idée de promouvoir l'idée d'un fonds de capitalisation. Et là, je parle pas seulement pour les petites et moyennes entreprises, mais pour le secteur privé de manière générale, qui est fortement décapitalisé. Mon postulat, et ancien banquier que je suis, peut-être futur banquier, ça c'est un autre sujet, est que les fonds de garantie ne suffisent pas. Surtout que les entreprises aujourd'hui n'ont pas la capacité de supporter uniquement de la dette. Il faudra trouver les moyens de capitaliser et utiliser un tant soit peu toutes les bonnes idées en matière de développement des marchés de capitaux pour remobiliser plus tard ces ressources. Et je plaide également pour une mobilisation intelligente des ressources de long terme. Par ressources de long terme, j'entends nos ressources du secteur privé qui sont à l'ONA, les ressources du secteur public qui sont à la pension civile et les différentes ressources qui sont dans les différents fonds de pension qui gagnent quelques pourcents, en gros, très souvent, dans le secteur bancaire. Mon postulat est que le secteur bancaire et toute la communauté gagnera à avoir ces ressources mieux mobilisées que de profiter d'une manne très facile à la vérité à générer. Il y a des ressources à aller chercher là, ne serait-ce que pour commencer. Et évidemment, il faudra trouver les moyens de dynamiser le crédit. L'avancement du secteur de la classe moyenne implique certains accès au crédit, y compris au logement. Et il y a des formules qui marchent très bien, y compris à côté de nous. Les formules jamaïcaines, le Federal Housing Trust, qui a un mécanisme de financement similaire à ce que fait l'ONA, est un modèle qui marche très bien, qui permet de créer des pôles communautaires, des zones connectées entre logement et zones économiques qui sont très intelligents. Ce sont des choses qu'on pourra élaborer. Et puis finalement, je ne peux pas ne pas parler de la diaspora, particulièrement dans le contexte que nous connaissons, des retours probablement forcés. Nous savons tous que la diaspora est une manne. Aujourd'hui, nous avons des transferts qui sont des transferts qui financent la subsistance. Trouvons les formules pour créer des transferts qui financent la croissance. Ça aussi, et je crois que les idées sont là dans différents plans que j'ai vus. Et naturellement, tout ceci devrait s'ancrer. Je crois que dans les plans que j'ai vus, l'idée d'avoir des pactes et des engagements forts sont là. Il faudra des engagements de l'État, de l'élite économique, de la société civile, de la diaspora, trouver des représentants crédibles et les tenir pour accountable pour ces engagements. Et naturellement, il faudra savoir renoncer aux rentes. Et en se disant de manière intelligente qu'un marché intérieur financé par une classe moyenne vaut bien plus que des monopoles temporaires, instables et qui donnent souvent la place à des querelles internes qui peut-être justifient les mouvements d'harmonisation des rapports entre les membres du secteur privé. Alors l'idée d'un indicateur permet aussi d'avoir des sources mesurables, les suivre à travers le temps, avoir des plans. Ici, encore une fois, comme je dis, ceci vaut comme indicateur que je serai heureux de discuter avec le secteur universitaire. Mais pour finir, de tout ce que j'ai dit ici, je veux qu'on retienne une chose. Pour moi, il n'y a qu'une seule question qui importe. Comme je l'ai dit au début, peu importe le plan, posons-nous bien la question. Combien d'Haïtiens seront concernés par ces plans? Parce que peu importe le plan, s'il n'est qu'un plan qui n'est tourné que vers le développement, si c'est un plan qui est tourné seulement vers la croissance, c'est un plan qui sera certes pour des Haïtiens, mais ce ne sera pas un plan qui sera pour Haïti. Qu'on se le dise. Et oui, M. Duval, je vais terminer. Mon temps est épuisé, mais je ne peux pas terminer. Je ne terminerai pas sans faire ici, à cette place, dans ce lieu, un hommage à deux hommes du secteur privé. Parce que souvent, on se pose la question, est-ce qu'il y a des modèles? Est-ce qu'il y a des précédents? Est-ce qu'on n'a qu'un secteur privé qui n'est pas engagé? J'ai connu deux hommes, mais c'est facile de parler d'eux parce qu'ils nous ont laissés trop tôt. Donc, ça m'évitera des associations, parce que souvent, on cherche, dans tout hommage, tout commentaire sincère, des justifications. Ralph et René Max Auguste, je pense, sont des citoyens qui méritent d'être honorés. D'ailleurs, l'existence de l'université Quisqueya
ils y ont contribué, n'est-ce pas? Mais ils ont été aussi des acteurs engagés dans le développement du secteur privé, dans la lutte contre la corruption, dans la promotion de l'éducation. Et je crois que nous gagnerons à voir les membres du secteur privé en pleine mutation s'inspirer de ces deux hommes et d'autres que je ne nommerai pas. Et je vais terminer avec ce souvenir que j'ai de juillet 2003. Ça fait 23 ans. Quand l'ambassadeur Brian Dean Curran laissait Haïti, et justement, Winemax était président de la AmCham. Et c'est à cette réception que M. Dean Curran avait voulu qualifier l'élite haïtienne comme d'élite moralement répugnante. 23 ans après, chacun jugera, lui avons-nous donné raison ou tort? Nous répondrons chacun pour soi-même. Mais prenons de 2040 une opportunité pour nous assurer qu'il se soit trompé. Merci.